Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir le cours des immunoglobulines. Donc il faut savoir que la reconnaissance de l'antigène est assurée par des molécules spécifiques. Ces molécules peuvent être membranaires comme le TCR pour les lymphocytes T et le BCR pour les lymphocytes B, comme elles peuvent être solubles et ce sont les immunoglobulines. Ces immunoglobulines constituent une famille des protéines globulaires qu'on appelle les globulines. Elles sont largement représentées dans les sérums et les liquides biologiques. Elles sont également présentes sur la surface des lymphocytes B sous forme d'une immunoglobuline membranaire et c'est ça le BCR. Elles sont produites par les plasmocytes qui dérivent des lymphocytes B bien sûr après stimulation antigénique. Ce sont donc les effecteurs de l'immunité spécifique humorale. Et on emploie le terme d'immunoglobuline lorsqu'on s'intéresse beaucoup plus à la structure, alors qu'on utilise le terme anticorps quand on s'intéresse beaucoup plus à la fonction. La classification des immunoglobulines, il faut savoir qu'on a plus de 10 à la puissance 8 les variétés d'anticorps qui peuvent être synthétisées en réponse à de nombreuses stimulations antigéniques. Les immunoglobulines se sont classées selon la nomenclature internationale reconnue par l'OMS en 5 classes. Les GG, les GA, les GM, les GD et les GE. La structure donc des immunoglobulines, la structure de base, donc c'est la structure de base quelle que soit la classe. La structure de base, malgré la variété extraordinaire de leur spécificité anticorps, les immunoglobulines possèdent en commun une structure symétrique en Y. Elle est pluricaténaire, donc constituée de plusieurs chaînes, comprenant exactement 4 chaînes polypeptidiques. 2 chaînes légères étant identiques, qu'on appelle aussi L pour light, ou la légère en français, de poids moléculaire 23 500 Dalton. Ils peuvent être donc de deux types, soit kappa, soit lambda. Bien sûr, quand kappa, c'est 200 kappa, les deux sont lambda. Soit ils les deux kappa, c'est 2 chaînes légères, soit 2 lambda. On ne peut pas avoir dans la même immunoglobuline kappa et lambda, soit kappa, soit lambda. Comme chaîne légère, bien sûr. Et 2 chaînes lourdes, les 2 chaînes lourdes en bleu. En gris, c'est les légères, en bleu, c'est les chaînes lourdes, bien sûr, qui sont identiques. Et on utilise le terme H, c'est pour heavy, donc H chain ou la heavy chain. De poids moléculaire compris entre 50 000 et 80 000 Dalton. Ces chaînes lourdes peuvent être gamma pour les GG, alpha dans les GA, mu dans les GM, delta dans les GD et epsilon dans les GE. Ces chaînes sont reliées entre elles par des ponts disulfures intercaténaires, ça veut dire entre les chaînes. Comme vous voyez ici, entre la chaîne lourde et la chaîne légère, et entre les 2 chaînes lourdes. Et par des liaisons, bien sûr, non covalentes. Les chaînes lourdes et légères contiennent des ponts disulfures, même en intracaténaire. Ça veut dire en plus, ces ponts disulfures intercaténaires, عندنا même des ponts disulfures en intracaténaire. Et ces ponts disulfures intracaténaires qui sont responsables de la formation de la boucle peptidique qu'on appelle domaine. Donc chaque fois qu'il y a une chaîne, un pont disulfure intracaténaire, il y a un domaine ou une boucle peptidique, comme vous voyez ici, les domaines, dans la chaîne légère ou dans la chaîne lourde.
Les immunoglobulines peuvent contenir 5 ou 5 domaines pour la chaîne lourde. Dans l'exemple HADA, on a 4 domaines dans la chaîne lourde, 2 domaines dans la chaîne légère. La chaîne légère, elle est toujours de 2 domaines. La chaîne lourde, elle peut être donc de 4 ou la 5 selon la classe de l'immunoglobuline. Bien sûr, le domaine variable de la chaîne lourde, on l'appelle VH. Donc V, c'est pour variable, H, c'est pour heavy. Et le constant, on appelle CH. C, c'est pour constant. Et heavy, c'est pour la chaîne lourde. Ça veut dire le domaine constant dans la chaîne lourde. Pour la chaîne légère, on appelle VL, c'est pour donc le partie variable, le domaine variable de la chaîne légère. Ou là, CL, ça veut dire le domaine constant de la chaîne légère. Il y existe aussi sur les chaînes lourdes une séquence relativement linéaire appelée la région charnière. En anglais, on l'appelle hinge region, ou la région charnière en français. Cette région constitue la cible des enzymes protéolytiques et permet à la molécule d'immunoglobuline une certaine flexibilité. Les premières études structurales des immunoglobulines ont été faites par Porter et Nesonov sur les IgG de lapin en utilisant des enzymes protéolytiques, la papaïne et la pepsine. Donc l'action de la papaïne, donc c'est l'expérience de Porter. Donc la papaïne coupe la molécule d'IgG. C'est n'importe quelle immunoglobuline de n'importe quelle classe, mais l'expérience c'était sur les IgG de lapin. Donc la papaïne coupe la molécule d'immunoglobuline, dans l'expérience c'était les IgG, au niveau de la région charnière. C'est ça la région charnière. En 3 fragments. 2 fragments alphabet. Alphabet c'est pour fragment antigen binding, parce que c'est la partie qui lie l'antigène, donc c'est le fragment qui lie l'antigène. Ces 2 fragments alphabet sont identiques et correspondent à la moitié interminale de la chaîne lourde et de la totalité de la chaîne légère. Et un seul fragment cristallisable, c'est le FC, fragment cristallisable, parce qu'il se cristallise à froid, qui correspond à l'ensemble des 2 moitiés restantes des chaînes lourdes et qui portent la plupart des glucides et les structures responsables des propriétés biologiques spécifiques de chaque classe d'immunoglobuline. Il faut voir ces propriétés, la partie fonction. L'action de la pepsine, c'est l'expérience de Nesonov. Donc, l'interaction, c'était une brève digestion par la pepsine qui donne un seul fragment composé de 2 fragments semblables au alphabet. Donc, ce sont 2 fragments. Donc, c'est un seul fragment qui ressemble à 2 fragments alphabet. C'est pour cela qu'elle est désignée par le mot alphabet prime 2. Alphabet prime 2, c'est comme 2 alphabets. Et le fragment FC, dans cette expérience, n'est pas comme celui-là. Comme vous voyez, donc la coupure, c'était plus loin de la région charnière. C'était pas dans la région charnière. C'est pour ça qu'il n'y a pas un vrai fragment FC dans cette réaction, mais de multiples fragments PFC'. P, c'est pour dire peptide. Donc, PFC'. Donc, un seul fragment, un grand fragment composé de 2 fragments semblables au alphabet désigné par alphabet prime 2 et des multiples fragments PFC'. Donc c'est grâce à cette fragmentation des immunoglobulines qu'ils ont réussi à étudier et à reconnaître la structure de base des immunoglobulines. Les composants de la molécule d'immunoglobuline.
Donc, on a les chaînes légères et les chaînes lourdes. Donc, les chaînes légères, elles comportent entre 212 et 220 acides aminés. Il existe deux types de chaînes légères, kappa et lambda, qui sont retrouvées chez tous les mammifères, mais en proportion variable selon l'espèce. Dans l'espèce humaine, dans les deux tiers des cas, la chaîne légère est de nature kappa, et dans le tiers de cas, elle est de nature lambda. Les deux tiers kappa, le un tiers c'est lambda. Elle se divise en deux parties sensiblement égales d'environ 107 acides aminés. Ces deux parties forment une partie variable. On parle de la chaîne légère pour le moment. Donc une partie variable. La partie variable et les parties constantes, c'est à peu presque égal. Donc une région variable qu'on appelle VL, variable pour V, et light pour légère, ça veut dire pour L, correspond à la moitié N-terminale de la chaîne légère. Elle comporte donc un pont désulfure intracaténaire qui est responsable donc de la formation d'un boucle, d'un domaine. Et c'est cette partie qui fait partie du site anticorps, c'est-à-dire la partie qui lie l'antigène. Elle fait partie de la partie qui lie l'antigène. Au sein de la région variable, on a des régions qu'on appelle des régions peu variables constituant la charpente. Donc des régions en jaune sont des régions peu variables constituant ce qu'on appelle la charpente, ou en anglais framework. Et des zones hypervariables, les traits en orange, c'est les zones hypervariables dénommées CDR, c'est pour Complementary Determining Region. Donc même la variabilité, elle est inégalement repartie. Elle est donc elle a des régions très variables, hypervariables, qu'on appelle les CDR. On a des régions peu variables qu'on appelle framework. Une région constante, donc c'est ça la partie constante de la chaîne légère, nommée CL, constante light, représente la partie C-terminale, donc c'est cette partie qui est C-terminale, avec un pont bien sûr des sulfures, formant donc la boucle CL, c'est ça la boucle. Voilà le domaine, est responsable de la différence antigénique entre les chaînes kappa et lambda. C'est cette partie qui différencie entre la chaîne kappa et lambda. C'est comme cette partie dans la région constante qui diffère par exemple pour les GG ou les GM ou les GD et les GE. C'est cette partie constante qui fait différencier le kappa et le lambda. Les chaînes lourdes, c'est ça la chaîne lourde, ou là c'est la forme en domaine. Donc elles comprennent environ 446 acides aminés et sont subdivisées en deux parties même romain. Une partie variable N-terminale, avec la chaîne donc lourde, une partie variable N-terminale qu'on appelle VH, variable heavy, d'environ 110 acides aminés situés dans le fragment alphabet, et comporte une boucle VH, c'est cette boucle, formée bien sûr par un pont des sulfures intracaténaires. La même chose comme pour la chaîne légère, la variabilité elle est inégalement répartie, avec des régions constituant la charpente, des régions qui constituent la charpente en jaune ou la orange clair, et les traits c'est la région hypervariable qu'on appelle les CDR. La même chose.
Une partie constante, c'est terminal. C'est ça, partie constante, c'est terminal. Donc 330 acides aminés environ, contenant des ponts des sulfures intracaténaires, formant les boucles CH1, CH2, CH3. Donc c'est pour faciliter, donc c'est la vraie architecture dans le liquide biologique. Mais c'est pour simplifier donc l'image, pour mieux comprendre c'est quoi l'immunoglobulines. Mais la vraie structure, c'est en boucle. Donc on a le domaine CH1, CH2, CH3. On a la forme est dessinée déjà en boucle. On a le CH1, CH2 et CH3. Parce qu'on a l'exemple, c'est les GG. On va voir par la suite chaque classe. Par exemple, pour les GE, on va avoir CH1, CH2, CH3 et CH4. Un domaine en plus. La même chose pour les GM. Donc, contenant des ponts des sulfures intracaténaires, formant les boucles CH1, CH2 et CH3. C, c'est pour constant. H, c'est pour heavy, lourde. Donc, 1, 2, 3, selon le nombre des boucles. Les cupules glucidiques. Les immunoglobulines contiennent une ou plusieurs cupules glucidiques. Bien sûr, selon les classes et les sous-classes qu'on va voir par la suite. Donc, ils sont localisés sur les chaînes lourdes. Exactement la partie constante. Et la teneur et la disposition des glucides sur les chaînes sont variables. L'essentiel, il faut savoir que les glucides, elles sont liées sur la chaîne lourde. Ces cupules glucidiques se trouvent sur les chaînes lourdes. La partie constante des chaînes lourdes. Parmi les caractéristiques des immunoglobulines, c'est l'hétérogénéité. Donc les immunoglobulines sont caractérisées par une très grande hétérogénéité qui s'exprime à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'isotypie, ce qu'on appelle l'isotypie. Les caractères isotypiques sont communs à tous les individus d'une même espèce. Donc l'isotypie, elle diffère d'une espèce à une autre, mais elle est la même dans la même espèce. C'est-à-dire, par exemple, l'isotypie dans l'espèce humaine, elle est la même chose. Entre un individu et un autre, elles ont les mêmes isotypies. Mais elle diffère, par exemple, entre l'être humain et la souris. Donc, il faut bien la garder en tête. L'isotypie, elle est commune à tous les individus d'une même espèce. Et cette isotypie et ces déterminants isotypiques qui définissent les classes des immunoglobulines et les sous-classes, ainsi que les types des chaînes légères, comme lambda. Il faut savoir que les déterminants isotypiques qui fait différencier les classes mais les sous-classes entre les différentes classes et les différentes sous-classes, elles sont portées par les domaines constants des chaînes lourdes et des chaînes légères. Elles sont portées par les domaines constants des chaînes légères et des chaînes lourdes. C'est cette partie constante, pas les parties variables. On a 9 isotypes différents pour les chaînes lourdes et 2 isotypes pour les chaînes légères. Les 9 isotypes pour les chaînes lourdes, elles permettent de distinguer 5 classes, les grandes classes où les GG, les GA, les GM, les GE et les GD. Et pour les GG, 4 sous-classes où les GG 1, 2, 3 et 4. Et 2 sous-classes pour les GA où les GA 1 et les GA 2. Donc, si on va calculer 4 EGG, 2 EGA, donc c'est 6. Un seul, pour les GM, il n'y a pas de sous-classe, et GD, il n'y a pas de sous-classe. Donc, on a 4 plus 2, c'est 6, 7, 8, 9. C'est ça les 9 isotypes des chaînes lourdes. Parce que c'est la somme des classes et des sous-classes. Et 2
types ou deux isotypes de chaînes légères, اللي هما kappa et lambda. هنا par exemple, elle montre comment l'isotype هذه l'hétérogénéité de point de vue isotypie. Là, l'exemple c'était expérimental, donc chez la souris. L'essentiel c'est commun à tous les individus d'une même espèce. On a l'espèce des souris. Donc comme vous voyez, on a un déterminant isotypique qui permet de reconnaître l'isotype de la chaîne. Est-ce que c'est kappa ou la lambda? Qui mène par exemple kappa parce que c'est EGG1 ou EGM de la souris. La chaîne lourde, elle est de nature gamma 1. La chaîne lourde, elle est de nature mu. La chaîne légère, elle est de nature kappa. La chaîne légère, elle est de nature kappa. Donc, si vous voyez le déterminant isotypique de kappa, c'est la même chose. Parce que c'est kappa kappa. Les deux chaînes lourdes, qui est gamma 1, qui est mu, sont liées au kappa. Donc, comme vous voyez, c'est le même, à la base, c'est le même dessin. C'est le même déterminant isotypique. Mais les déterminants isotypiques de l'IgG1 ou l'IgM sont différents. Hadou qui se trouve sur la chaîne lourde nous a permis de différencier l'IgG1 mais l'IgM. Mais il faut mettre en tête que tous les IgM de cet individu ou la souris et toutes les IgM tous les souris ont les mêmes déterminants et toutes les GG1 de la souris ont les mêmes déterminants. Mais c'est grâce à ces déterminants que c'est une IgG1 et IgM. Et c'est grâce à ces déterminants isotypiques qui sont des déterminants antigéniques. On fait le dosage des immunoglobulines. Par exemple, pour doser l'immunoglobuline IgM, on va utiliser un anti-IgM. Je veux doser un anti-IgM humain, un IgM humain. Donc, je dois utiliser un anticorps qui reconnaît un déterminant antigénique contre l'isotypie, les tarifs l'IgM. Donc, là, j'ai un anticorps ces déterminants antigéniques. Et comme ça, je peux doser l'IgM. Il faut savoir pour les IgG, qu'il y a des déterminants isotypiques qui sont communs entre les 4 sous-classes, ou qu'il y a des déterminants isotypiques différents entre les différentes sous-classes. Ça veut dire qu'il y a un marqueur, un déterminant antigénique, partagé commun entre les 4, auquel est différent. Donc, si je veux doser les IgG total, les 4 sous-classes, je dois utiliser un anticorps déterminant isotypique qui est commun entre les 4 sous-classes pour que je puisse doser toutes les IgG. Et si je veux doser les IgG1 barque ou les IgG2 seulement ou le IgG4 seulement, je dois utiliser un anticorps antidéterminant isotypique qui reconnaîtra que la sous-classe IgG4 par exemple. C'est pour avoir une idée comment en réalité, comment donc dans la pratique on utilise l'intérêt, voilà, l'intérêt de l'isotypie la pratique. C'est ça l'intérêt. C'est les anticorps qui permettent de doser les GG, les GA, les GM, qui permet par exemple de doser les GG1, c'est grâce à des anticorps dérégés contre ces déterminants isotypiques. Voilà. On a aussi donc un autre terme qui est l'allotypie. C'est quoi l'allotypie et les déterminants allotypiques? Les spécificités allotypiques sont des déterminants antigéniques qui permettent de distinguer les immunoglobulines de deux individus différents ou de groupes d'individus d'un autre groupe d'individus, mais l'essentiel c'est au sein de même espèce. C'est pas comme les isotypies, c'est entre la différence est entre deux espèces, mais elle est commune dans la même espèce. Non, elle est donc l'allotypie, donc il faut mettre en tête qu'elle est différente entre deux individus ou deux groupes d'individus dans la même espèce. Ça veut dire mes déterminants allotypiques sont différents de votre déterminant allotypique. C'est pas comme les déterminants isotypiques qui m'attawent comme. Mais les déterminants allotypiques
Mes déterminants allotypiques sont différents de votre déterminant allotypique. Les déterminants allotypiques sont présents au niveau de certaines régions sur les domaines constantes des chaînes gamma, des chaînes alpha et des chaînes kappa. Voilà, c'est une information très importante. Ça veut dire que les déterminants allotypiques n'existent pas sur toutes les classes et tous les sous-classes. Elle existe que sur la chaîne, les domaines constants des chaînes gamma et par conséquent, nous les GG. Elle existe aussi sur les domaines constants des chaînes alpha, donc nous les GA. Et les domaines constants des chaînes kappa, donc ما نلقاوهمش في الشين لامدا نلقاوهم غير في الكابا. donc هادو les déterminants allotypiques qui différent un individu من l'autre, on les trouve في الكابا في la chaîne gamma donc les GG في la chaîne alpha donc les GA. L'image هنا c'est toujours chez la souris donc parce que c'est de l'expérience. هنايا c'est deux souches, عندنا deux souches différentes des souris. C'est la même espèce, les souris, mais on a deux souches différentes. On a strain A et strain B, la souche A et la souche B. Donc, si vous voyez, ils ont gardé la même image pour vous montrer que les déterminants isotypiques sont en commun. Kima les GM, kima les non, voilà. Parce qu'ils ont utilisé les GG, donc comparer celle-là avec celle-là. Donc, les déterminants isotypiques sont les mêmes. Pour le kappa, c'est le même. Pour la chaîne lourde, pour la partie constante à la chaîne gamma, c'est les mêmes. On a les isotypiques. Hop, il y a les déterminants allotypiques. Comme vous voyez, on a deux souches où on compare les GG1 entre les deux souches. La souche A ou la souche B, si vous remarquez, ils ont les mêmes déterminants isotypiques. Parce que les déterminants isotypiques sont communs. Donc, kappa, kappa, ils ont les mêmes déterminants isotypiques. Gamma, gamma, ils ont les mêmes déterminants isotypiques tal gamma. Le cercle, ou le triangle, ou le carré, etc. Mais on va venir voir les déterminants allotypiques. Les déterminants allotypiques sont différents. On a fait le kappa. Regarde, en rouge. Le déterminant allotypique tal kappa de la souche A est différent du déterminant allotypique de la chaîne kappa. Donc, c'est le déterminant allotypique qui va me permettre de distinguer entre ces deux, c'est un groupe d'individus. On est en train de comparer entre deux souches de souris. Les souris qui appartiennent à la souche A et les souris appartiennent de la souche B. Ou là, entre deux individus ou là deux souris. Et pour la chaîne gamma, comme vous voyez, on a un déterminant allotypique, le GG1 avec la souche A, qui est différent à le déterminant allotypique, le même sous-classe, il y a le GG1, mais de la souche B. C'est en vert foncé. Donc, les déterminants allotypiques, ils sont présents au niveau de certaines régions sur les domaines constants, bien sûr, sur les domaines constants, des chaînes gamma, des chaînes alpha, et des chaînes kappa. Les allotypes de la chaîne gamma sont dits marqueurs. On les marqueurs. Et on les nomme GM. G, c'est pour la chaîne gamma, la chaîne lourde à l'IgG, et M, c'est pour marqueur. Donc, on les appelle GM. Il faut savoir qu'il existe au moins 25 allotypes GM différents. Les GG, les 4 sous-classes inclus. Donc, les déterminants allotypiques, on a 25 allotypes, 25 marqueurs GM. Ce n'est pas 2 ou 3 ou 4. Donc, entre deux individus, par exemple, on a les GG1 taille, fait un déterminant, par exemple, GM1. انت قادر لي جي جي 1 تاعك فيها le marqueur GM20 par exemple. Un autre fait le marqueur GM5. C'est ça.
Donc, ça nous permet de différencier les GG1 à chaque individu de l'autre. La chaîne alpha de l'EGA2. On a EGA1 et EGA2. Les marqueurs et les déterminants allotypiques, ils se trouvent que sur l'EGA A2. La chaîne alpha de l'EGA A2. Elle présente deux allotypes. واللي هو A2M, M c'est pour marqueur A2, c'est parce que la sous-classe AGA A2. Donc A2M, elle a un seul allotype, et A2M1 et A2M2, pardon. C'est une erreur. A2M1 et A2M2. L'essentiel, elle a deux allotypes. Le chiffre, bien sûr, c'est 1, 2. Qui le 25, c'est 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à le 25. C'est une erreur de frappe. Donc, le A2M numéro 1, le A2M numéro 2. La chaîne légère kappa a 3 allotypes. K, c'est pour kappa. M, c'est marqueur 1, 2 et 3. S'il vous plaît, corrigez ça là, c'est A2M1, A2M2. D'accord. Une autre variété, c'est l'édiotypie. L'édiotypie. Les spécificités édiotypiques, ce sont des déterminants antigéniques qui caractérisent un anticorps donné chez le même individu. Donc l'édiotypie, elle va différencier les anticorps. Un anticorps chez le même individu. Ça veut dire l'EGG1, mon EGG1 est différent d'un autre EGG1 qui est aussi le mien. Parce qu'ils sont, logiquement, parce qu'ils sont portés par les domaines variables des immunoglobulines. Ou à la base, chaque immunoglobuline, elle reconnaît un antigène différent. Parce que chaque immunoglobuline, elle est issue d'un clone de lymphocyte B. Donc, bien sûr, l'EGG1 qui est dirigé contre l'antigène 1 est différent à la l'EGG1 dirigé contre l'antigène 2 sur la partie variable. C'est pour cela les déterminants édiotypiques, ils ont montré pour l'EGG1, voilà l'exemple, il est clair, voilà. L'EGG1 de la souris qui est dirigé contre l'antigène 1. Les marqueurs édiotypiques sur les parties variables de la chaîne lourde et légère. Et les GG1 de la souris qui est dirigé contre l'antigène B, c'est la même sous-classe. Normalement, la même sous-classe, elle est sur le plan isotypie, la même au sein de la même population, la même espèce, pardon, différente entre deux individus. C'est l'allotypie. Et si on arrive à l'édiotypie, la différence, elle va être entre le même individu, entre la même sous-classe. Par exemple, l'exemple de les GG1. Les GG1, normalement, sur le plan isotypique ou allotypique, les mêmes marqueurs entre tous les GG1. Mais sur le plan édiotypie, les GG1 ne ressemblent pas à l'autre GG1. Les GA2 ne ressemblent pas à l'autre GA2 sur la partie variable. J'espère que c'est clair. Donc je répète, l'édiotypie, les spécificités édiotypiques sont des déterminants antigéniques qui caractérisent un anticorps donné chez un individu. Elles sont portées par les domaines variables des immunoglobulines. Voilà, donc c'est partie variable des immunoglobulines. Donc au sein de même individu, l'EGG1 est différent de l'autre EGG1 de point de vue édiotypie, de point de vue déterminant antigénique édiotypique.